Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder cette émission présidentielle 2025. On vous dit tout. On est donc 6 jours après l'ouverture officielle de la campagne électorale lancée le 29 mars dernier sur la ligne de départ. Vous le savez, 8 candidats qui sont au contact des populations gabonaises depuis l'ouverture officielle de cette campagne électorale. Ils sillonnent les différentes provinces, les différents départements, les localités, les quartiers, les arrondissements de l'ensemble du territoire, également concernés par cette élection présidentielle. Les Gabonais de la diaspora qui vont donc se déterminer, ce collège électoral qui va donc se déterminer pour voter en toute responsabilité le 12 avril prochain afin d'élire le prochain président de la République gabonaise. Une des séquences importantes de cette période d'exception, de transition dans laquelle se trouve le Gabon depuis le 30 août 2023 à la faveur d'un coup d'État ou coup de libération communément appelé au Gabon, initié par le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Ces 8 candidats sont donc mobilisés, notamment leurs différents états-majors sur le terrain. L'on observe évidemment une présence importante du président candidat Brice Clotaire Oligui Nguema à travers plusieurs formes de communication. C'est d'ailleurs la thématique principale de cette émission, communication politique et son impact sur la campagne électorale. Pour en parler dans le détail, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau de cette émission Jean-Christian Kombina, journaliste principal, mais également coordonnateur général du mouvement Les Témoins de l'Histoire. Monsieur Kombina, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Pambo. Je reçois également sur le plateau Stéphie Olion. Lui, il est énarque, il est surtout analyste politique, j'ai envie de dire également. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci à tous les deux d'être sur le plateau de cette émission afin que nous puissions une fois de plus mettre le marqueur sur une thématique en lien avec l'organisation de cette élection présidentielle prévue le 12 avril prochain, la communication politique. Jean-Christian Kombina, vous êtes certes journaliste, mais journaliste politique. Vous avez pendant plusieurs années travaillé au service politique du quotidien national L'Union. Alors, la communication politique, déjà une idée par rapport à sa définition, comment on peut la comprendre, cette communication politique? Mais on doit la comprendre comme étant consubstantielle à l'activité politique. La politique elle-même étant au service des populations, au service du bien-vivre des habitants. Et donc la politique suppose et requiert cette rencontre permanente entre les acteurs gouvernementaux, les acteurs politiques, n'est-ce pas, et les populations en tant que cible privilégiée, n'est-ce pas, des politiques publiques. Et donc, de ce point de vue-là, la communication étant consubstantielle à la politique, n'est-ce pas, les deux vont de pair. Maintenant, évidemment, au cours de cette campagne électorale, la communication politique a un impact considérable, n'est-ce pas, sur le processus démocratique, parce que, comme nous l'avons dit au cours de nos précédentes émissions, on ne peut pas imaginer l'activité politique, n'est-ce pas, sans un accompagnement des communicants, sans un accompagnement des communicateurs et principalement des journalistes. Et donc cette communication politique-là donne la priorité, n'est-ce pas, dans notre pays à la télévision et donc aux médias, n'est-ce pas, pour servir de vecteur à la vision, n'est-ce pas, que se font ceux qui aspirent à la magistrature suprême du pays. Alors, Stéphie Olion, évidemment que cette communication politique se définit ou se classe en 3 dimensions. Il y a la dimension symbolique, la dimension pragmatique et la dimension structurelle. Jean-Christian Kombina venait de le rappeler, l'importance des médias qui jouent donc ce rôle de lien, de trait d'union entre les populations pour que les pouvoirs publics élaborent des politiques générales afin de pouvoir améliorer les conditions de vie des populations, évidemment, et puis les pouvoirs publics eux-mêmes. Et là, on est dans le cadre d'une élection présidentielle. Est-ce que, pour vous,
cette communication politique dans le cadre de cette élection de 2025 présidentielle a toute son importance? Oui, bon, elle a toute son importance dès lors que communiquer, c'est déjà transmettre un message. Et il faut peut-être d'abord chercher à situer la communication politique dans son essence, c'est-à-dire à quand parle-t-on ou depuis quand parle-t-on de la communication politique? Je crois qu'elle remonte à bien des années. On parle de communication politique, des gens retrouvent dans les premiers ouvrages liés à la politique. Et donc, la communication politique, c'est donc cet outil qui permet aux politiques de s'exprimer, de chercher à capter l'attention des électeurs en transmettant des messages qui leur sont favorables. Et la communication politique est d'autant plus importante que, à travers les différents canaux de communication, on peut réussir à capter les électeurs qui étaient indécis en se reconnaissant dans tel ou tel support audiovisuel. Donc la communication politique a toute sa place, elle est importante et il faut donc mettre en exergue tous les éléments qui participent à mettre l'image d'un candidat ou à mettre en exergue, pour me reprendre, l'image d'un candidat qui va impacter sur les populations. Alors, évidemment que dans cet exercice, il y a la communication au sens large, mais circonscrite à la campagne électorale avec des éléments politiques, allant dans le sens, évidemment, de la mise en relief, les différentes articulations des projets de société des candidats engagés dans l'élection. Il y a dans cette communication un lien également avec le marketing. On va aller dans le côté, dans la dimension pragmatique, pour terminer sur le plan symbolique. La dimension pragmatique, Jean-Christian Combina, nous permet de voir qu'il y a un ensemble de visuels qui sont conçus par des spécialistes dans le domaine de la communication et qui permettent aux candidats, à leurs équipes de communication, de pouvoir faire passer les messages de leurs différents candidats. À l'écran, on va voir ces différents visuels, notamment de plus en plus numériques, choisis donc par les différents candidats. Là, on a le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Il y a d'autres candidats également qui ont estimé qu'il fallait absolument concevoir ce type de visuel, d'affiches numériques pour inonder les réseaux sociaux. Là, le candidat Yvon Ngoma. Il y a aussi le candidat Axel Stoffen Ibinga, qui a tenu à pouvoir élaborer ce type de produits, là, de contenu. Le candidat Alain Simplice Bungueres, par exemple. Là, on a, Jean-Christian Combina, des affiches, on va dire, classiques. On n'est pas encore dans le message spécifique, mais on est dans la recherche de la recherche ou la dimension qui permet de pouvoir toucher le plus grand nombre. Oui, mais là, nous sommes essentiellement dans la communication par l'image. Et lorsque l'on met cette communication par image en lien avec l'histoire récente de notre pays, nous ne pouvons que apprécier, n'est-ce pas, à sa juste valeur ou à leur juste valeur ces images-là, parce que voyez-vous, notre pays a vécu un dernier septennat difficile, n'est-ce pas, du régime déchu, où on voyait le président de la République souffrant, transmettant une image d'incapacité physique et qui a fini par altérer la confiance entre les électeurs et le président et même entre les électeurs et le régime. Donc, avec ces images que l'on voit présentant les différents candidats dans une forme éblouissante, on le voit avec le général Brice Clotaire Oligui Nguema qui transmet
une image d'homme rassurant, n'est-ce pas, d'un athlète conquérant, n'est-ce pas, prêt à relever les défis physiques, parce qu'en effet, oui, la fonction présidentielle requiert d'avoir une condition physique exemplaire, parce que même dans les grandes démocraties, on a vu aux États-Unis, le président démocrate Joe Biden, n'est-ce pas, afficher une forme physique lancinante, et ceci a profondément préoccupé les Américains. Donc, aujourd'hui, le fait que l'on voie ces images-là qui sont présentées par les différents états-majors de leurs candidats, il y a là derrière ce message clair et sibyllin, n'est-ce pas, de vouloir dire aux populations que là, vous avez, n'est-ce pas, des personnalités physiquement bien portantes, donc aptes, n'est-ce pas, à relever tous les défis physiques et intellectuels, n'est-ce pas, que requiert la fonction présidentielle. Stéphie Ollion, évidemment que dans cet exercice, les différents états-majors des candidats, leurs équipes de communication passent au peigne fin tous les détails parce qu'il faut que le candidat sur les affiches, qu'elles soient physiques ou numériques, il faut que les candidats apparaissent sous leur meilleur profil. Oui, c'est la forme de communication aujourd'hui la plus répandue. C'est-à-dire que on ne va pas présenter un candidat avec des haillons, même si on dit que l'habit ne fait pas le moine, il contribue quand même à le reconnaître. Donc, c'est comme le disait M. Kombila, on présente les candidats dans leur meilleur jour, des candidats qui doivent refléter, pour ainsi dire, de l'énergie, de la puissance, de l'assurance, et qui sont évidemment aptes à présider les destinées de notre pays. C'est important, même si on peut mettre un bémol sur des handicaps de certains candidats. Il y a des présidents aux États-Unis, en Angleterre, premiers ministres, qui étaient handicapés, mais ils avaient toutes leurs facultés intellectuelles, ce qui n'était plus le cas pour Ali Bongo, qui était physiquement diminué à plus de 80%, et intellectuellement à plus de 90%. Toutes ces raisons, je crois qu'elles ont favorisé la déchéance de ce candidat lors de la dernière présidentielle, même si les résultats qui ont été donnés ne sont pas ceux issus des urnes, mais tout ça a participé à voter pour quelqu'un d'autre qui était physiquement prêt et qui avait toutes ses facultés intellectuelles. Donc c'est important que les candidats soient présentés sous cette forme. Alors, Jean-Christian Kombila, bientôt une semaine après l'ouverture officielle de la campagne électorale, ce qu'on entend remonter à la surface de la part de certains Gabonais, c'est qu'ils ont l'impression qu'on ne serait pas dans une campagne où il y a 8 candidats, c'est-à-dire qu'ils constatent que le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema est le seul qui a occupé l'espace, notamment en ce qui concerne les visuels, les affiches, les banderoles. Les autres candidats ont préféré migrer du côté des réseaux sociaux d'Internet. Est-ce que c'est un problème de moyens ou c'est le contexte aujourd'hui avec l'avènement de nouvelles technologies de l'information et de la communication qui fait en sorte que les autres candidats ont plutôt pensé que c'était plus facile de toucher le plus grand nombre en passant par les réseaux sociaux? En effet, M. Pombo, cette campagne électorale qui a commencé depuis une semaine est marquée du point de vue de la communication politique par cette visibilité hiérarchisée au profit, n'est-ce pas, du président de la transition et candidat à cette élection présidentielle. Et on le voit à travers les affiches, on le voit aussi à travers les médias. Et on ne peut pas du tout s'en étonner, n'est-ce pas? Il y a un contexte général qui lui est favorable et puis il y a un rapport de force sur le terrain qui fait que, en effet, les principaux acteurs politiques, n'est-ce pas, que sont les partis politiques qui d'ordinaire animent la campagne électorale, n'est-ce pas, ont presque admis leur propre échec en investissant finalement
aucun candidat à l'issue de leur congrès respectif. Et donc, on voit cette visibilité hiérarchisée au profit de Brice Clotaire Oligui Nguema. Toutes les forces vives de la nation convergent vers lui. Tous les spécialistes locaux de la communication, experts en communicants, travaillent pratiquement pour lui. Mais il y a aussi à prendre en compte, comme je le disais tout à l'heure, le contexte. Et ce contexte, avec ce qu'il impose comme contraintes politiques et contraintes économiques, nous amène à observer que les autres candidats ont du mal à organiser des grands meetings, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, presque dans l'impossibilité, n'est-ce pas, de mobiliser autant de potentiels électeurs comme on l'a vu au meeting d'ouverture du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Et donc, ces candidats-là ont choisi d'autres procédés pour pouvoir toucher les populations. On le voit à travers leurs différentes stratégies de communication, qu'il s'agisse de l'ancien Premier ministre Billy Biézé, qu'il s'agisse du candidat Iloko ou de la seule dame en lice dans cette compétition. Tous ces candidats-là ont choisi le porte-à-porte qui a un coût financier moins exorbitant, n'est-ce pas? Et donc qui, sans doute aussi, est plutôt plus accessible et moins enclin, n'est-ce pas, à la confrontation directe entre les candidats et les électeurs, souvent prompts, n'est-ce pas, à en découdre dans les grands meetings. Alors, il y a évidemment les visuels conçus dans lesquels on retrouve les informations générales et on vous les a montrés en ce qui concerne l'engagement de ces candidats à l'élection présidentielle, Stéphie Olian, mais il y a également que les équipes de communication des différents candidats ont pu concevoir des visuels et des affiches numériques avec des messages spécifiques qui parfois reprennent quelques articulations des différents projets de société. Comme on peut le voir là à l'écran, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, numéro 15, désenclavement du MAPAN. Je lancerai l'opération aménagement et désenclavement du MAPAN en créant des voies secondaires, des aires de jeu, des centres de soins. Avant qu'on ne voit la prochaine affiche, déjà sur cette affiche-là, quand vous voyez le mot MAPAN ressortir, on n'est évidemment pas du français, on n'est pas dans le registre du français soutenu, on est dans le registre du français quasiment familier, mais c'est une expression qui est bien propre, qui est bien comprise chez nous. On parle là de quartiers sous-intégrés. Comment vous analysez? Je crois que les communicants de la campagne de M. Brice Clotaire Oligui Nguema et lui-même ont su toucher toutes les couches de la population. Quand on parle de MAPAN, beaucoup se reconnaissent. Au Gabon, on sait ce que c'est un MAPAN. Donc ça touche, ça frappe. Et on sait, on s'imagine ce qu'il est en train de dire. Et puis, en le disant, il a commencé à le faire. Dans certains MAPAN, il y a des voies, permettez-moi du terme, quartiers sous-intégrés pour parler en français soutenu, mais on va parler tel que l'affiche l'indique. Dans les MAPAN, il y a des quartiers sous-intégrés ou des MAPAN qui ont été désenclavés, où on a vu des nouvelles voies, soit en béton, soit en pavé, où des gens n'avaient plus espoir qu'on pourrait circuler avec un véhicule, passer dans ces endroits. Donc c'est important, c'est pour toucher un électorat qui est important. Et quand on regarde, Libreville est constitué à plus de 60% de ces MAPAN, ça il faut le dire. Les quartiers dits résidentiels sont moins que ces MAPAN. Donc c'est des messages qui touchent, c'est bien conçu. Les équipes de communication ont su toucher un certain nombre de personnes ou un électorat bien précis. Je crois qu'on n'a pas besoin, indépendamment des grands rassemblements, des grands meetings, ces supports numériques sont parlants. Et c'est un atout majeur et un point positif pour M. Brice Oligui Nguema et surtout pour ses équipes de communication. Jean-Christophe Combina, là, on est évidemment là en train d'aborder un point en rapport avec le social. Ce sont des quartiers dits populaires, souvent présentés comme étant des quartiers dans lesquels le chômage, dans lesquels il y a un ensemble d'éléments pas toujours favorables pour ce qui est du niveau de vie, l'absence d'infrastructures de base notamment. Et là,
au niveau de la communication politique, il y a ce message-là adapté à la circonstance, c'est ça? Oui, le mérite de cette affiche, c'est le contenu du message, n'est-ce pas, et le vocabulaire utilisé. Il est en totale rupture, n'est-ce pas, avec cette communication politique complètement inadaptée et décontextualisée, n'est-ce pas, qui était le propre du régime déchu, n'est-ce pas, où il y avait des communicants occidentaux qui venaient et qui tenaient un langage, j'allais dire, ésotérique, n'est-ce pas, ou idéaliste, hermétique à la limite, qui ne s'adressait pas aux populations. Or, dans ce message contenu dans cette affiche du candidat Brice-Clotaire Oligui Nguema, il y a une volonté, n'est-ce pas, de créer un lien direct avec les publics cibles que sont les populations et les quartiers sous-intégrés. Et ça, c'est méritoire, n'est-ce pas? Et on l'a également vu, on l'a entendu, le président de la transition, candidat à l'élection présidentielle, lors de son discours d'ouverture, n'est-ce pas, revendique son appartenance au Mapan. Il dit fortement et fièrement que je suis un enfant du Mapan, que je sors moi aussi des quartiers difficiles, que j'ai grandi dans les Akébé, j'ai grandi à la Balise, j'ai grandi à Boule-Noire, à Port-Gentil, j'ai grandi dans ces quartiers difficiles-là, au quartier chic, et donc je connais vos difficultés, et je suis donc apte, n'est-ce pas, à travailler pour vous et à avoir avec vous une relation privilégiée, et cela se ressent à la fois dans son attitude, dans sa bienveillance naturelle, n'est-ce pas, et surtout dans ses messages. Là, on voit bien que les communicants ont bien travaillé avec le candidat et n'ont pas proposé au candidat un produit communicationnel, n'est-ce pas, qu'il ne maîtrisait pas. D'autres visuels, toujours en rapport avec cette communication politique. Et là, toujours le candidat Brice-Clotaire Oligui Nguema: je m'engage à être le président de tous les Gabonais sans distinction d'origine, d'ethnie ou d'appartenance politique. Il y a évidemment d'autres visuels, d'autres candidats aussi. Ça, c'est un message fort. Voilà, là c'est le candidat Axel Stoffen Ibinga Ibinga: j'incarne une nouvelle dynamique, celle d'un Gabon debout, ambitieux et tourné vers l'avenir. Il y a également le candidat Alain Simplice Bungwere qui, lui, met en relief le fonds souverain du pardon national. Voilà, donc des messages spécifiques, Stéphie Olian, contenus dans ces affiches, dans ces contenus, ces visuels-là, qui ont pour objectif, évidemment, de toucher l'électeur. Oui, comme nous le disons tantôt, que ce soit M. Kambila et moi, ils ont des bons communicants. Ils savent mettre les mots qu'il faut. Il ne faut pas venir mettre des mots ou des phrases qui n'ont rien à voir avec le vécu des Gabonais. Et ça, comme l'a dit M. Jean-Christian Kambila, c'était le point faible de la communication du régime déchu en termes d'élections, en termes de joute oratoire. C'était toujours des Occidentaux qui venaient avec des concepts pas adaptés aux réalités, mais plutôt adaptés à leur réalité, aux réalités occidentales. Et tout le monde le disait, ils étaient complètement en déphasage avec les vrais problèmes auxquels les Gabonais étaient en but. Regardez, je prends un exemple, juste une digression. C'est quoi le plan stratégique Gabon émergent qui a coûté des milliards de francs, qui n'étaient pas adaptés aux réalités gabonaises, parce que ceux qui l'ont écrit, c'était des étrangers. Or, je me souviens d'un président du Conseil économique et social qui avait dit: mais on est allé dépenser près de 15 milliards pour le plan stratégique Gabon émergent. Non, le plan de réduction de la pauvreté, je crois, c'était plutôt de la croissance. Alors que le Conseil économique et social... Le plan est élaboré par le cabinet McKinsey, je crois. Exactement. Or, le Conseil économique et social dispose en son sein d'une commission qui pouvait faire ce travail et qui le fait régulièrement, ou qui le faisait régulièrement. Avec 1 milliard, 2 milliards, c'était bouclé. Et les rapports de cette commission au sein du Conseil économique et social
sont à exploiter pour le développement de notre pays. Donc vous voyez, quand on veut communiquer, il faut communiquer en se mettant en adéquation avec les réalités de son pays. On a toujours été, du moins le régime déchu, ils ont toujours été entre griffes, pour parler de façon triviale, blasés par les Occidentaux. Et Jean-Christian Kombila va nous refermer sur ce point-là. Oui, oui la dernière affiche là, du président, sinon même les dernières affiches des candidats, et on va commencer avec celle du candidat du Rassemblement des bâtisseurs. Je serai le président de tous les Gabonais. Je suis le coordonnateur général du groupe de réflexion Les Témoins de l'Histoire, qui rassemble des figures emblématiques du secteur de la communication au Gabon. Et nous avons noté au sein de notre groupe de réflexion que le président de la transition, candidat à l'élection présidentielle, a parmi ses atouts le fait d'être transethnique. Il est transethnique, il faut le dire, parce qu'il est le fils d'une dame Teke et d'un monsieur Fank. Il est transethnique parce qu'il a une femme Nzebi. Il est transethnique parce qu'il se revendique de Moabi et d'être un Badoumbi. Il est transethnique parce qu'il a une relation avec le Goué maritime où il y a grandi. Donc on voit bien que c'est une sorte de candidat-nation. Et il n'y a pas, permettez-moi, il n'y a pas que le Goué maritime, il y a également la Nyanga dans laquelle je l'ai souligné tout à l'heure. Et donc, le président, le candidat du Rassemblement des bâtisseurs est vraiment transnational. Il est transethnique et puis il est transpartisan parce qu'il n'a pas de parti politique. Et donc, cette affiche-là véhicule ce message de l'homme transpartisan et donc transethnique, donc qui ne sera pas clanique. On sait très bien que l'un des problèmes de notre pays a toujours été ce tribalisme exacerbé, n'est-ce pas d'ailleurs, qui a filtré dans le discours de certains candidats. On a vu aussi chez le candidat Ibinga, n'est-ce pas, parler du Gabon debout. Et on a bien vu que là, il y a cette volonté de montrer une démarcation nette entre le Gabon sous les émergents, qui était devenu un Gabon chancelant. On avait vu cette image du président Ali Bongo, n'est-ce pas, sur le perron de l'Élysée, n'est-ce pas, risquant de chuter, n'eût été la vigilance de son homologue Emmanuel Macron. Donc, il y a effectivement ces affiches qui sont parlantes et qui montrent vraiment la volonté, n'est-ce pas, de reconstruire le Gabon. Et ça, c'est très parlant chez tous ces candidats qui expriment vraiment cette volonté, n'est-ce pas, de passer un cap supplémentaire à notre pays. Alors la communication numérique, la communication politique, l'utilisation du numérique, des visuels pour toucher le plus grand nombre en ces serveurs d'Internet est importante, mais rien ne vaut évidemment le contact des populations, la réalité du terrain, comme on dit. Dans le langage militant, on dit que c'est le terrain qui guide la manœuvre. Allons voir un peu ces différentes séquences. Vous allez nous dire, là on est dans le registre de l'émotion. Alors là on a le candidat Alain-Claude Bilibinze dans l'un des quartiers populaire de Libreville au contact d'une maman du 3e âge. Cette image, quand vous la regardez en termes de communication politique, Stéphie Olion, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est une image forte, ça il faut le reconnaître, mais est-ce que le candidat est vrai? Je ne le pense pas. Parce que c'est à des fins électoralistes, il veut toucher l'affect de ses concitoyens. Mais tout le monde sait que c'est à des fins électoralistes parce que M. Alain-Claude Bilibinze n'a jamais été auprès de ses concitoyens. Il ne l'a jamais fait. Mais il a rappelé sur notre antenne il y a 2 jours, lorsqu'on a reçu dans l'émission La Parole au candidat, que c'est un enfant du Mapan, c'est un enfant de la plèbe, c'est un enfant issu d'une famille modeste. On donc le rappelle, il connaît les réalités. Est une chose, il connaît les réalités de ce monde-là. Le rappeler est une chose, mais être à côté, près des populations en souffrance, il n'a jamais été, même au sein de son village natal. Les témoignages font foi. Donc ça, c'est pour des besoins justement de communication, comme nous sommes en train de le dire, mais ce n'est pas quelqu'un de vrai. À l'inverse, par exemple, du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema,
qui, avant les élections, on l'a vu, il allait chez plusieurs personnes inconnues de la scène politique, chez ses concitoyens, des gens qui étaient en détresse. Mais est-ce que ce n'était pas calculé aussi? Non, mais on venait de le rappeler, c'était l'enfant du MAPAN. On est dans le symbole là aussi. Oui, c'était un enfant du MAPAN, lui-même il a dit. Et quand vous voyez sa manière de faire, ça se ressent. Et on sent que ça, là, la personne est vraie. Pour M. Alain-Claude Billet-Bizet, c'est calculé. On va voir une prochaine photo. On va voir une prochaine photo avant de passer la parole à Jean-Christian Combila sur évidemment ce point-là. Le même candidat, Alain-Claude Billet-Bizet, dans les eaux après une forte pluie qui s'est abattue dans l'un des quartiers populaires de la ville de Libreville. Il y a d'autres séquences, d'autres candidats, je pense. Et là, c'est le candidat Axel Stoffel Ibinga en train d'écouter, de prendre tout son temps et d'écouter ce jeune frappé de handicap, Jean-Christian Combila. Cette succession de photos que vous venez de voir, qu'est-ce que ça représente sur le plan de la communication politique? Mais nous sommes dans une séquence profondément symbolique. Maintenant, nous nous connaissons dans notre pays, les images sont fortes, elles sont poignantes. Pour ce qui est de l'image de l'ancien Premier ministre d'Ali Bongo Ondimba, moi j'y vois une volonté de repentance, parce que le régime d'Ali Bongo a été à l'origine de la suppression de plusieurs emplois. Et d'ailleurs, je veux m'inscrire dans la suite du raisonnement de mon co-débatteur. Ça veut dire que vous pensez que c'est surjoué, c'est ça? Oui, parce que vous voyez bien que Alain-Claude Billet-Bizet, dans son projet de société, préconise la suppression du Sénat une fois élu à la tête de l'État. Mais c'est pour lui permettre de faire des économies et de payer une redevance universelle garantie. J'y arrive. 150 000 francs CFA. J'y arrive, mais vous imaginez la suppression du Sénat, c'est la suppression de plusieurs emplois de Gabonais. Et donc, qui dit suppression de plusieurs emplois de Gabonais, dit aggravation, n'est-ce pas, de la précarité de nos concitoyens. Et le régime déchu n'a fait que supprimer les emplois. Or, le président Oligui Nguema et le CTRI, en arrivant à la tête de l'État, ont laissé le Sénat en activité, et ça n'a pas empêché la présence des sénateurs et toute l'administration sénatoriale, ainsi que l'ensemble de nos collectivités locales en fonction. Tout cela n'a pas empêché le CTRI, n'est-ce pas, de réhabiliter les routes, de réhabiliter un certain nombre d'infrastructures socio-économiques de base. Et donc, là, il y a une volonté, de mon point de vue, je l'espère, n'est-ce pas, une volonté, n'est-ce pas, de repentance et de reconnaissance que nous avons mal fait par le passé. Et ce n'est pas parce que vous reconnaissez que vous avez mal fait par le passé qu'on doit vous donner forcément un chèque en blanc, synonyme de que vous pouvez mieux faire aujourd'hui. Est-ce que pendant la campagne électorale, évidemment, ce qui concerne l'élection présidentielle, les candidats sont obligés de sacrifier ce type de... je ne veux pas dire de rituel, mais sont obligés de mettre parfois la main au cambouis, de descendre dans la gadoue. Le faire seulement en campagne électorale comporte une sorte de volonté de duperie des populations. Or, la campagne électorale... De la part des acteurs politiques. De la part des acteurs politiques. La campagne électorale doit être un moment privilégié, n'est-ce pas, de rencontre entre celui qui aspire à la magistrature suprême et les populations réunies en corps électoral. Mais si on va à la rencontre de ces populations dans le but de les bluffer, dans le but de flatter, n'est-ce pas, ces populations-là, vraiment, on ne saurait prendre les Gabonais aujourd'hui pour des gens naïfs. Le candidat Iloko Bouchengi Stéphane, en tant que médecin, au quotidien, il est au contact des difficultés des populations. D'autres candidats, je ne me fais pas leur avocat, mais les uns et les autres, dans leurs fonctions respectives, sont au contact. Mais pourquoi vous pensez que le candidat Alain-Claude Billet-Bizet n'a pas une part d'humanité? On ne dit pas qu'il n'a pas une part d'humanité, mais il est, permettez-moi, il est le Premier ministre du régime déchu, et un régime qui a supprimé les emplois de nombreux Gabonais et qui a
on peut compter comme ça les institutions publiques et parapubliques qui ont mis la clé sous le paillasson. On pense à la Banque gabonaise de développement, on peut penser à pas mal d'autres structures, n'est-ce pas? Et donc, lorsqu'il va à la rencontre des populations, c'est tout à fait normal qu'il aille comme ça rencontrer une maman en difficulté du 3e âge qui vit dans des conditions difficiles. Mais quelle est la cause de ces conditions difficiles dans lesquelles vit cette dame-là? Est-ce que c'est forcément une question de mauvaise gestion? Est-ce qu'il peut avoir dans le cas, par exemple, d'Alain-Claude Billy-Bizet, une forme d'effet boomerang par rapport à ces images-là? Justement, vous m'enlevez l'expression de la bouche. Je prends un exemple avant de répondre. Monsieur Alain-Claude Billy-Bizet, je l'ai dit, n'est pas vrai dans sa rencontre avec ces Gabonais en souffrance qui vivent dans des conditions précaires. Pourquoi? Vous avez souvenance que pendant qu'il était Premier ministre, chef de gouvernement, les retraités ont sollicité une rencontre avec lui. Il s'était attroupé au niveau de la primature, en face. Vous êtes journaliste, c'est vérifiable, vous savez ce qui s'est passé. Il les a fait gazer, des retraités, donc des pères et des mères qui ont travaillé honnêtement et qui voulaient juste savoir à quand l'arrimage des pensions retraite. Il n'a pas daigné les recevoir. Ces gens-là étaient dans la précarité. Pourquoi, à ce moment-là, en sa qualité de premier responsable de l'administration, c'est-à-dire premier ministre chef du gouvernement, il n'avait pas daigné rencontrer ses pères et mères de famille? Mais ce qu'il avait fait, c'était envoyer les forces de sécurité de les disperser. Donc, c'est dire que tout ça, c'est à des fins électoralistes, mais c'est plutôt l'effet boomerang. L'objectif, évidemment, c'est d'être au contact de populations, c'est d'établir un lien direct avec ces populations-là, puisque c'est elles qui vont, en toute responsabilité, voter le prochain président de la République gabonaise. Donc il y a, évidemment, on l'a bien compris, en filigrane, une forme je veux dire quoi, est-ce que je dois parler de drague? C'est quasiment cela qu'on fait aux électeurs. Oui, évidemment. Il faut les convaincre. Il faut les convaincre. Il faut être le corps à corps au contact des électeurs-là pour amener la balance à pencher de son côté. Ces images de M. Alain-Claude Billy-Bizet, a priori, peuvent nous rappeler une démarche politique initiée par André Mbaoba, dont il pourrait vouloir être l'héritier, n'est-ce pas, dans justement la démarche. Mais André Mbaoba m'avait publiquement demandé pardon. Il avait publiquement demandé pardon à ses concitoyens et dans sa démarche quotidienne, Mbaoba avait le cœur sur la main. C'est quelqu'un qui était généreux pas seulement parce qu'il venait en aide aux gens, mais généreux parce qu'il prodiguait des conseils, parce qu'il prodiguait des orientations, parce qu'il était un amoureux du travail bien fait. Et donc, la démarche d'Alain-Claude, elle peut être propre à lui, mais Alain-Claude Billy-Bizet symbolise le régime déchu. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il symbolise ce régime déchu. Et c'est un régime qui s'est trouvé, n'est-ce pas, en rupture de banc avec les populations. Vous vous souvenez dans quelles conditions l'élection présidentielle de 2023 a été organisée? Elle a été organisée dans un contexte, n'est-ce pas, d'isolement de la nation. D'accord. Les communications avec l'extérieur étaient coupées. Et donc, cette seule séquence de coupure des communications avec l'extérieur traduisait une volonté, n'est-ce pas, de balkaniser la nation, une volonté, n'est-ce pas, de soumettre les populations à quelque chose. On va poursuivre l'émission, Jean-Christian Kobila, avec d'autres images, celle-là qui nous permet de faire un lien entre deux mondes tout aussi importants, évidemment. Alors là, on est dans la tradition, pure tradition, rite et tradition de notre pays. Récemment, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a été accueilli dans la communauté Ngomiene,
du côté de Glace, dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville. Il y a d'autres images, évidemment. Là, il est dans la province de Langounié, avec l'une des figures emblématiques du Parti démocratique gabonais, mais également du groupe socioculturel Patrice Ibouada. On voit Brice Clotaire Oligui Nguema complètement en phase. Là, on a le candidat Stéphane Germain Iloko Boussengui, qui est initié au Mouiri. C'est l'une des branches, je pense, de Bouiti, qui est là, qui s'affiche fièrement là, au collège Ntchoréré sous un grand jour avec cette espèce de comment on l'appelle dans la tradition, chasse, mouche, voilà, à la main. Y a-t-il d'autres photos en lien? Voilà, là, il est à l'église. Bon, donc on a la partie traditionnelle, et puis là, on est à l'église, c'est la communion, évidemment. En train de prier dans une église Stéphane Germain Iloko Boussengui. Stéphie Olian, ça traduit quoi en termes de communication politique? On a là 2 séquences. Non, parce que je sais que à l'église on dit que le synchronisme, le syncrétisme ou le paganisme aussi est interdit. Alors, Bouiti, on a l'église, la communion, le lien en termes d'image. Non, mais en termes d'image, il faut pas déjà occulter le fait que nous avons nos rites et traditions. Et la particularité de l'Église catholique, c'est qu'elle ne les condamne pas. L'Église catholique, contrairement... L'Église catholique interdit le syncrétisme. Non, non, du tout, du tout. L'Église catholique ne la condamne pas de façon officielle. Je suis désolé. Moi, de façon officielle, peut-être, oui. Mais oui. Moi, je prie, permettez-moi, juste une parenthèse, je prie au sanctuaire, à Notre-Dame du Gabon, à Mélène. Et il y avait un prêtre qui n'est plus là-bas, qui a été affecté maintenant à Franceville, au Père Yarek, qui nous dit: ah, mais vous, les Africains, vous êtes bien parce que vos morts vous protègent. Et il ne faut pas vous départir de vos rites traditionnels. Vos morts vous protègent. Il nous dit, vous savez, ici en Afrique, le hibou, c'est un oiseau maléfique. Mais chez nous en Occident, c'est un oiseau qui est adoré. C'est un oiseau que les gens aiment. Ils veulent avoir un hibou chez eux, avec son plumage, etc. Donc, on est là dans, il faut le dire, dans les symboles. On est dans des rites traditionnels et on croit tous en Dieu. Ça ne vous empêche pas d'aller à l'église pour montrer que ce Dieu que nous prions au niveau de l'église ou des églises, on le prie aussi d'une autre manière dans nos rites traditionnels. Donc pour moi, ces images-là, elles sont très fortes parce qu'elles sont remplies de symboles. Jean-Christian Combila, est-ce que là, évidemment, on est en pleine campagne électorale, c'est l'élection présidentielle, les candidats sont au contact des populations, clairement, c'est une façon de pénétrer dans tous les milieux, il ne faut rien négliger, il faut pouvoir ratisser large, c'est bien ça? Vous avez raison de le souligner, M. Pambo. Cette élection présidentielle, elle est marquée du saut, du retour aux sources et de la projection vers la modernité. L'un des préalables qui a été exigé aux candidats, n'est-ce pas, en présentant patte blanche, n'est-ce pas, pour être admis par les organes qui valident les candidatures, c'est la capacité, n'est-ce pas, à s'exprimer en une langue vernaculaire du Gabon. Mais et pourquoi les Gabonais ont-ils fait cette recommandation lors du dialogue national inclusif? Sans doute parce qu'ils avaient eu le sentiment que sous le régime déchu, n'est-ce pas, des apparatchiks venus de partout, n'est-ce pas, avaient accédé aux manettes de l'État et que ces gens-là n'avaient aucun lien avec le terroir et avec les mannes de nos ancêtres. Donc là, à travers ces images-là, on voit bien une révolution
n'est-ce pas, de la communication politique dans notre pays et même une évolution de la communication électorale. Le président Brice Clotaire Oligui-Nguema a reçu sur cette image-là la bénédiction, n'est-ce pas, des prêtresses du rite Ndjembe chez les Omiénais, mais on a aussi vu que ce type de séquence marque le passage du président de la transition et candidat à l'élection présidentielle partout, sur toute l'étendue du territoire. On l'a vu au nord, on l'a vu au sud, on l'a vu à l'est et à l'ouest. Maintenant, le candidat Iloko, tout à l'heure, vous parliez de son appartenance au Mouiri dont il est l'un des maîtres. Oui, il y a une différence à faire nette entre le Mouiri et le Bouiti. Ce sont deux rites, distincts. Mais là, le fait que M. Iloko soit venu sur une tribune en tenue d'initié, n'est-ce pas, ça aussi, ça traduit quelque chose de fondamental, une volonté de retourner aux sources, une volonté de réconcilier l'institution présidentielle avec, n'est-ce pas, les fondements de la République et les fondements de l'État postcolonial et de l'État moderne. Donc, ce sont des images très fortes qui ne sont pas à banaliser, qui montrent là la spécificité de cette campagne électorale de 2025, n'est-ce pas, qui traduit une volonté collective des candidats, n'est-ce pas, de réconcilier l'institution suprême avec Dieu, mais avec les mannes de nos ancêtres comme interface entre le pouvoir suprême et le pouvoir divin. Autre séquence tout aussi importante, évidemment, ce que les candidats se montrent sous leur réel trait. Et là, on est, on va dire, dans la séquence plus ou moins récréative, ludique, parce que les meetings, évidemment, sont des grands rassemblements. On est dans le festif. Au-delà, évidemment, l'objectif premier, c'est de permettre au candidat de faire passer son message, Tefi Olian, dans ses communications, ce discours, mais il y a des animations. On a le candidat Iloko dans une église en pleine louange, certainement pris par la louange. Les candidats sont, est-ce que vous pensez qu'ils sont obligés de le faire surjouer? Alors, ça, c'était pour la fin. Merci beaucoup d'avoir gâché le plaisir à nos téléspectateurs. Oui, Stéphie Olian, allez-y. Oui, bon. Comme nous le disions déjà lors de notre dernier passage ici, les grands rassemblements, donc meetings, ce sont des shows. Vous regarderez aux États-Unis, en France, partout, ce sont des shows où les candidats sont appelés à venir esquisser des pas de danse et tout. Mais là n'est pas le message qu'on veut faire passer. C'est pour ainsi dire un court moment dans le show qui est organisé, mais le meeting, parce qu'on vient pour présenter son programme, pour le transmettre aux électeurs et pour leur dire tout ce qu'on va faire pour eux. Donc, passer par un petit moment de divertissement n'est pas mauvais. Ça, c'est dans toutes les démocraties. Et ça aussi, c'est justement des nouvelles façons de s'exprimer. On l'a vu en 2009, comment André Mbobam a su conquérir au-delà de cette repentance et tout ça, avec un artiste, avec Dibakou, avec Alexia Bessolo, Alexia Bessolo déjà en 2005 avec Omar Bongo, qui faisait le show, Ali Bongo avec Aïeux, le groupe Aïeux. Donc vous voyez que ce sont des moments aussi, comme nous l'avons dit, festifs, où les gens veulent aussi se détendre. Jean-Christian Combila, c'est important, c'est important. Sur cette photo où on voit le candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema en train de danser au nez à Mouila, c'est dans la province de Langounié, la capitale provinciale de Langounié. Et là, il a entouré, je pense, des artistes de musique urbaine African Legend en train de danser l'Ikoku. Et on voit qu'il s'est appliqué parce qu'il a fait rentrer, si on peut revoir la photo, mais voilà, on voit bien qu'il a bien fait rentrer sa chemise là pour qu'on puisse voir qu'il a le pas de danse qui va avec. Il a le pas de danse qui va avec. Vous avez relevé que la campagne électorale, partout dans le monde, même dans les grandes démocraties, c'est un moment festif.
Mais je vois chez le président de la transition et candidat à l'élection présidentielle une volonté d'accorder une place de choix non seulement à nos acteurs culturels, mais au secteur de la culture. L'histoire nous enseigne que lorsque l'indépendance du Gabon a été proclamée, le ministre du général de Gaulle qui était venu à Libreville était André Malraux, qui lui-même était ministre de la Culture. Mais à travers l'intérêt que le président accorde aux acteurs culturels et au secteur de la culture, je voudrais rêver d'un ministère de la Culture demain qui ne sera plus un ministère secondaire, n'est-ce pas, dans l'appareil institutionnel de notre pays, mais qui devrait, de mon point de vue, n'est-ce pas, occuper une place de choix comme faisant partie des ministères les plus importants de notre pays, car à l'ère de la restauration des institutions, il y a la nécessité de restaurer notre identité culturelle, de restaurer nos valeurs, bref, de restaurer l'image et l'identité du Gabon. On va revenir sur cette photo qui pourrait être l'une des photos iconiques dans laquelle on voit évidemment le président de la transition, le candidat désormais, Brice Clotaire Oligui Nguema, et la première dame, Zita Oligui Nguema. On est dans la province de la Ngounié. Alors cette photo, messieurs, on est en pleine campagne électorale et là, le candidat avec son épouse, c'est une fusion, évidemment. Comment on peut la traduire là? Quel est le message principal qui est passé en termes de communication politique? En termes de communication politique, je vais encore aller un peu dans notre passé récent pour donner une signification plus profonde à cette image-là. On a vu au cours des derniers moments du régime déchu une image qui nous a choqués profondément. C'est non seulement celle du 17 août, mais celle où le président déchu devait assister à l'intronisation du roi d'Angleterre. Et on voyait le président Ali Bongo peinant à descendre d'un véhicule, peinant à marcher, mais avec son épouse se tenant loin de lui, mais éloigné de lui, et on y voyait presque un regard dédaigneux qu'elle posait sur le président de l'époque. Et là, avec cette image, là où on voit le président Oligui Nguema et Madame Zita Oligui Nguema s'embrasser comme ça, il y a non seulement l'expression d'un amour profond pour eux-mêmes, d'un amour profond pour le Gabon, mais il y a là le témoignage, n'est-ce pas, de la restauration de l'institution famille, de l'institution familiale, car c'est très important. Si la famille présidentielle n'est pas unie, n'est-ce pas, le président de la République ne saurait pouvoir unir la nation gabonaise. Et donc là, on voit cette volonté, n'est-ce pas, ce témoignage d'unité de la famille présidentielle. Et le message qui est transmis, c'est cette volonté, n'est-ce pas, de contribuer à partir de la famille présidentielle à l'unification de la nation. Est-ce que Stéphie Olion, en revenant sur cette photo, Brice Clotaire Oligui Nguema, toujours dans le cadre de la communication politique, est en train également de faire passer un message, un peu celui mis en relief également par Donald Trump dès la prise de son pouvoir pour le second mandat? Un couple, c'est un homme et une femme. Ben oui, c'est comme venait de le dire Jean-Christian, c'est déjà même si du point de vue institutionnel, la femme du président ne joue pas un rôle, mais elle est la première institution, puisqu'elle est à côté de son époux de façon régulière. Donc c'est déjà cette union, cette symbiose, cette harmonie du couple présidentiel qui doit être un et uni, tel que le Gabon veut l'être, c'est-à-dire un, uni et indivisible. Donc c'est une image très forte. Les communicateurs, du moins ceux qui ont pris ce visuel-là, vraiment va avoir de l'impact sur les électeurs, et c'est très positif pour le candidat
candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Et vous terminez, dernier tour de table, évidemment que l'objectif de toute cette communication politique, c'est de permettre à ce que le message des candidats passe et soit bien assimilé par les potentiels électeurs, qu'ils soient votés le 12 avril prochain. Mais il y a au cœur, évidemment, de cette campagne, les médias, les débats, Jean-Christian Combila, qui ont pour objectif de mettre en relief les principales articulations des projets de société des candidats. Alors là, on a vu, on était dans le symbole, on était parfois dans le côté festif ludique, récréatif, le côté émotion ou émotionnel aussi, mais il y a la quintessence, le projet de société. Et là, les débats ont toute leur importance. Oui, la communication médiatique des candidats est très importante parce que même en pleine campagne électorale, il y a cette dimension argumentative du discours qui est nécessaire et sur laquelle nous, journalistes politiques, prêtons une grande attention. On a vu que le candidat du Rassemblement des bâtisseurs a opéré, n'est-ce pas, une montée en puissance dans sa communication. On a vu le président de la transition accorder des interviews à la presse nationale publique. C'est vrai qu'on aurait aimé voir cette séquence d'interviews être élargie à la presse privée. Peut-être le fera-t-il plus tard. On a vu les entretiens avec TV5 et RFI et France 24. On a vu une tribune libre, n'est-ce pas, être signée par le président candidat dans le journal L'Union. Les autres candidats aussi se sont prêtés à ces exercices, mais essentiellement avec la presse nationale. On peut déplorer, pour nous les praticiens du métier, qu'on ne puisse pas dénombrer comme ça au moins une dizaine de conférences de presse avec la presse publique et la presse privée. Mais ce que l'on a noté, c'est qu'un média comme le vôtre, n'est-ce pas, a ouvert ses plateaux, n'est-ce pas, à ces différents candidats, et c'est de bon augure. On a noté que de ce point de vue, la communication médiatique est sortie de la conflictualité que l'on pouvait observer jadis, et ça c'est de bon ton. Donc nous suivons cela avec beaucoup d'intérêt. Maintenant, on est passé là aussi, et je pense, et nous l'avons dit au cours d'une récente émission, que les débats publics avec l'instance de régulation, on aurait aussi aimé les voir élargis à la presse privée. Mais ce n'est pas le cas. Mais encore une fois, la communication médiatique a révélé une évolution, n'est-ce pas, dans le discours des candidats. On est passé d'un discours essentiellement théorique et théoricien d'année en année. Et cette élection 2025 témoigne de ce qu'on va aller vers une communication politique et à travers des émissions de plus en plus pragmatiques. Stéphie Ollian, pour votre conclusion. Écoutez, à moins que je ne me trompe, on n'a pas eu droit aux autres supports des projets de société ou des programmes de cet autre candidat, en dehors de celui de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est disponible sous forme numérique dans différents forats, où on a pu lire et analyser les différentes propositions, du moins ces différents projets qu'il a pour notre pays. On déplore, par exemple, ne pas avoir celui de M. Alain-Claude Billié-Visé, parce que on est là toujours le concernant dans des propos à connotation escalatoire, mais son projet de société, nous ne l'avons pas. C'est un handicap pour lui, malheureusement, mais nous connaissons déjà le résultat de l'élection. L'inconnu de cette élection, c'est le pourcentage que M. Brice Clotaire Oligui Nguema aura, d'une part, et d'autre part, le taux de participation. Mais nous sommes effectivement dans une nouvel ère de
la vie politique de notre pays. Et il serait bien qu'au terme de l'élection, les perdants reconnaissent leur défaite. Parce que nous aurons une élection, contrairement à celle de 2023, comme l'a dit Jean-Christian tout à l'heure, nous avons vécu en autarcie. On a été coupé de tous les supports de communication. Il n'y avait pas d'observateurs internationaux pour le grand démocrate qu'est M. Alain-Claude Billy-Visé, qui était Premier ministre et qui avait recusé la présence... Non, je termine. Vous êtes en train de conclure. Oui, je conclue. Le débat est terminé. Oui, la présence des observateurs internationaux, là, nous les aurons. Et nous aurons certainement les premières tendances des 20 heures, parce que c'est facile de les avoir. On l'espère, évidemment. Cette émission se termine. Merci de l'avoir regardée. Juste rappeler évidemment qu'en ce qui concerne la communication politique et l'importance des émissions débat, il y a à partir de ce 3 avril, la série donc, des émissions débat dans les médias de service public est lancée avec la candidate Ninga Shining Zenaba. Merci beaucoup de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur Télé Africa.